Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Dans cette émission, je pars à la rencontre d'indépendants et d'indépendantes comme toi pour qu'ensemble on puisse tirer les apprentissages de leur expérience de vie et de leur expérience de leur entreprise. Tu vas voir que c'est des conversations fascinantes que maintenant je capture en vidéo, mais que je capture en audio format podcast depuis maintenant de nombreuses années, depuis 2019. Cette vidéo marque le démarrage de la saison 6 du podcast, que j'ai tourné intégralement au Québec en l'année 2020. Et on démarre par une personne fascinante que tu connais peut-être, qui est sûrement la Québécoise la plus connue en France, en tout cas dans notre écosystème freelance, entrepreneur indépendant, c'est Geneviève Gauvin. Tu la connais sûrement pour son projet le pack catching, le bundle catching, mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que Geneviève est une grande voyageuse, une férue de l'infoprenariat et de l'affiliation, et qu'elle a une philosophie importante dans son entreprise et sa manière d'entreprendre, la philosophie de l'essentialisme. C'est de ça dont on parle dans cette interview, et on pousse le questionnement plus loin de comment faire pour mettre ton activité d'indépendant davantage au service de ton mode de vie idéal. Tu vas voir plein de réflexions fascinantes dans cet épisode, donc je t'invite à t'abonner, clique sur le bouton abonner et le petit pouce bleu pour suivre toutes les vidéos de cette nouvelle saison du podcast, et on se retrouve à la fin pour débriefer ensemble. Bye, bonne écoute. Salut Geneviève. Salut. Bienvenue sur Young, Wild and Freelance. Ah, merci! Merci pour l'invitation. J'adore sur ça. Ça fait super longtemps que j'ai pas dit cette phrase en présentiel, donc je suis trop heureux de... Ça change la vibe, hein? Ouais, grave, vraiment gros. Grave, très heureux de retrouver ça. J'aime bien démarrer mes petites conversations par essayer de resituer quand est-ce que j'ai découvert la personne. Et il me semble que la toute première fois que j'ai découvert ton travail, c'était pour le premier catching. C'est très possible. On a fait pas mal de vagues, puis c'était ça mon objectif. Ouais, bah ouais. Et puis, bon, voilà, tu disais tout à l'heure, on est allé manger juste avant, parce que ce matin, tu étais en enregistrement avec Kylian. Et entre-temps, on allait manger. Tu disais qu'il y a une énorme partie de ton audience qui est française. Donc voilà, je fais à peu près 75%, je te de dirais. cette Là. audience française, du coup, je pense que c'est là que je te découvre. Oui, ben merci à toute cette collaboration, puis évidemment, qui m'a amené beaucoup à mon entreprise. C'est fou. C'est fou à quel point les collaborations, ça peut faire avancer une entreprise, puis je pense que ça fait partie de mes messages aussi, là. Mais il faut vraiment pas le sous-estimer, puis c'est le fun de s'entourer aussi de personnes qui ont les mêmes objectifs, sur les mêmes ambitions. Fait que, puis bref, clairement, ça amène des belles collections. Ouais, grave, c'est clair. On reviendra peut-être dessus, mais juste avant, la première question que j'ai envie de te poser, elle va nous ramener en arrière. Peut-être un peu plus loin dans le passé que ce que je pensais, parce que tu partageais ça tout à l'heure aussi. Et cette question, c'est comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante ? Et je vais te laisser le choix de est-ce que c'est la date officielle ou officieuse. Tu parlais qu'il y avait une petite différence en termes de date tout à l'heure. Ben en fait, j'ai commencé à avoir un peu plus de leadership dans mes projets en 2010, pour vrai. Mais c'était loin d'être une idée d'être vraiment une entreprise ou être vraiment solo. J'étais encore à l'université et j'étudiais en communication. Puis avec une amie, ce qui est le fun avec l'université où est-ce que je suis allée, l'université de Sherbrooke, il y a des stages inclus dans le curriculum. Donc, à chaque 3 mois, à partir de... On est en stage, fait qu'on apprend vraiment sur le terrain. Ça va être quoi un peu notre emploi? On explore un petit peu les différentes possibilités parce qu'en communication, on finit pas avec rien. On n'a pas de titre. On n'est pas des communicateurs. On est rien. Fait que on essaie de se trouver une place, tu sais. Fait qu'on essaie d'explorer un peu. Puis tout ce que j'explorais, j'aimais pas. J'étais comme, non, ça fonctionne pas. Ah oui, non, travailler pour quelqu'un, ça fonctionnait pas du tout. Tu sais, même si les gens étaient agréables, j'étais comme, non. J'aimais pas la vibe de faire tout le temps la même chose. Fait qu'on a comme décidé, ben non, mais on va se partir une agence. Tu sais, on s'entend, j'ai genre 20 ans à l'époque. On va se partir une agence, puis de là est parti un blog qui s'appelait Human, genre avec un U tréma, parce que c'était super... faut pas trendy, écrire juste le mot normal. Mais non, ça pouvait pas. Cellule créative. Human Cellule créative. Puis c'était un blog sur les coms pour les gens en com. Okay. Fait que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser au web, créer un blog, créer du contenu, mais c'était pas dans un objectif, encore une fois, de rentabiliser ça. Moi, je voulais une agence, tu sais. On avait une couple de clients, c'était difficile, j'aimais pas ça avoir des clients. Ils ont tout le temps des commentaires. J'étais comme, non, moi, j'aime ça faire les trucs pour moi, au final, puis parce que j'aime mon travail, tu sais. Puis le blog, c'est ça, m'a amené à apprendre beaucoup, justement, sur le web, puis il y a un certain moment où mon copain, lui, a commencé à s'intéresser à l'entrepreneuriat sur le web parce qu'il suivait plein d'infolettres
dude en musculation parce qu'il voulait, prendre plus de masse. Puis il faisait de l'affiliation, puis il s'est rendu compte, c'est quelque chose que moi aussi je pourrais faire, avoir créé un produit, un infoproduit qui était un e-book à l'époque, avoir une liste de courriels, puis vendre les produits des autres aussi pour faire du remarketing. Il commence à s'intéresser à ça, créer son premier e-book justement. Puis, il me dit à un moment donné, il me dit « Hey, il y a une fille que tu pourrais vraiment suivre. Elle s'appelle Mary Forleo. Puis, je pense que tu aimerais vraiment son contenu. » Puis j'étais comme « Oh, non. » Moi, je connaissais juste ses dudes de fitness. Puis tout. J'étais comme « Mais Mary Forleo m'a vraiment comme « Wow! » ouvert les yeux par rapport à la business. Puis là, on est rendu en 2012. Là. Je finis mon bac cette année-là, justement, puis je m'en allais faire une maîtrise, puis j'ai dit à mon père, j'ai dit « Papa, je veux pas faire ma maîtrise, je veux investir dans la B-School », qui était genre 2000, c'est une affaire de même. Après beaucoup de discussions, finalement, j'ai pas fait ma maîtrise et j'ai pris ça, puis c'est là que ça m'a vraiment ouvert la porte. C'est comme « OK, je veux avoir une entreprise par moi-même quand je vais terminer mon bac, parce que je suis encore à l'école, puis je vais commencer, puis le 1er janvier 2013, finalement, je vais avoir ma propre entreprise. » Ce que j'ai travaillé là-dessus, c'est ça que j'ai fait. Pendant 6 mois, à peu près, j'étais solo, comme vraiment, justement, indépendante. Je faisais mes trucs complètement séparés de mon copain, puis j'ai fait bien de la misère. Encore une fois, les clients. J'étais comme, trouver des clients. C'était quoi ça au début que tu faisais, du coup, à ce moment-là? Je voulais être... j'ai commencé par être branding coach, parce que j'ai toujours aimé tout l'aspect visuel et la stratégie. Fait que je voulais aider les gens, justement, à créer une identité de marque, puis... Ça, après ça, je me suis comme, peut-être juste business coach, mais c'est très large. Puis, tu sais, j'avais pas énormément non plus d'expérience. Fait que, tu sais, j'apprenais, je redonnais, tu sais, les erreurs de débutant. Mais je me retrouvais pas là-dedans. Puis, c'est ça, j'étais comme, je suis pas sûre, je suis pas tant la bonne personne pour ça. Puis, mon copain, lui, commençait justement à faire des bonnes connexions, avoir une business qui tranquillement, mais son image de marque était dégueulasse. Puis, il manquait un peu de stratégie. Il avait besoin d'aide. Fait qu'on a juste décidé de m'intégrer finalement dans la compagnie, c'est devenu notre compagnie, mais c'était lui qui était le visage finalement du projet. Puis là, on est justement rendu à peu près en 2013 où on est devenu officiellement une compagnie. Donc, ça a pris... Puis à partir de ce moment-là, j'étais pas le visage de l'entreprise, c'était mon chum. Moi, je travaillais avec lui comme partner. Puis on a évolué, c'est ça, c'est loin, hein, fait que il y a comme beaucoup d'histoires entre les deux. Puis c'est vraiment plus autour... En fait, c'est en 2018 que j'ai commencé à considérer faire les trucs, retourner solo, tu sais, finalement. Fait que beaucoup d'apprentissage de différents modèles, différents types de produits entre-temps pour me ramener finalement là. Qu'est-ce que je fais? Et c'est quoi qui t'a poussé du coup à reprendre peut-être la deuxième fois le jump de en fait je sors de juste solo. Faire les choses moi et on est revenu à Montréal pour avoir un enfant parce que j'avais besoin des assurances publiques pour couvrir l'accouchement parce que ça faisait plusieurs années qu'on voyageait beaucoup. Puis je me cherchais des amis entrepreneurs parce que ça faisait longtemps que mes amis entrepreneurs, c'est des collègues internationaux que j'avais rencontrés à travers les voyages. Puis notre entreprise était toute en anglais. C'est vraiment sur le marché anglophone. Puis je me cherchais des amis, puis j'étais comme, on va être là pendant un certain moment. Puis j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se fait en business au Québec. Puis il y avait... C'est ça, les gens parlaient juste d'être des influenceurs, puis avoir un blog. Puis j'étais comme, c'est pas des mauvais modèles d'affaires, mais c'est des modèles risqués. Parce que il y a pas... au Québec, on est 7 millions de personnes, là. Puis quand t'as un blog qui parle de lifestyle, parce que c'est ça, hein, être un blogueur, influenceur, parler de lifestyle, il n'y a pas tant de place pour d'autres. Fait que le trafic est, tu sais, c'est ça, c'est limité. Fait que je voulais donner l'opportunité aux gens d'apprendre à connaître les autres modèles que moi, j'avais appris, que j'appliquais, mais aussi que j'avais appris au travers les rencontres que j'avais faites à travers le monde de personnes qui ont des business 100% de dropshipping ou d'autres personnes qui font juste de l'affiliation ou... Fait que je voulais en parler. Fait que je me suis dit, j'ai quelque chose à partager par rapport à ça. J'ai appris beaucoup, que ce soit de mes erreurs, que des projets que j'ai faits. Je vais faire un podcast parce qu'on venait juste... J'avais un podcast avec mon copain avant, puis on l'a arrêté parce que ça fonctionnait plus, c'était plus exactement qu'est-ce qu'on voulait faire, mais c'est un médium que je connaissais déjà. Ouais, que tu maîtrisais. Ouais, fait que je me suis dit, you know what, on va partir un podcast, il n'y en a pas beaucoup. Je suis comme dans les premières, je vais voir comment les gens vont apprécier ce modèle-là. Puis ça a payé parce que, justement, étant dans les premiers, tu ferais un peu ton chemin, puis les gens, après ça, tu deviens un peu une référence, tu sais. C'est tout, hein, pour vrai, c'est comme ça. Puis là, je me suis dit, OK, je pourrais peut-être enseigner. Qu'est-ce que je pourrais enseigner? Puis ça, c'est juste comme enchaîner une petite étape à la fois, mais ça a été comme l'accumulation, finalement, d'expérience qui m'a amené à dire, j'ai quelque chose à dire. Ouais.
Et en plus que tu voyais qu'il y a un espace qui n'est pas comblé, où tu te dis, ah tiens, ce serait trop utile pour les gens d'aller voir ça. Oui, c'est ça. J'ai vu un besoin, je fais comme, je suis capable de le combler. Fait que je vais le combler gratuitement en commençant, parce que pour l'instant, j'avais pas grand-chose à vendre. Je voulais partir un mastermind avec une amie, puis finalement, ça n'a pas fonctionné, puis j'ai fini par tomber enceinte, fait que j'étais comme moins disponible en 2018, mais j'ai comme eu 3 clients en one-on-one. Ça a été comme mes premiers débuts, genre, hey, je suis capable de faire de l'argent avec qu'est-ce que je connais, puis si les gens ont des résultats, ok, cool, tu sais. Puis éventuellement, là, j'ai commencé à lancer des formations en ligne, puis c'est ça, c'est vraiment une chose à la fois, mais c'est à coup de, hey, j'ai quelque chose à dire. Ouais, trop cool. Et c'est intéressant, j'ai envie de creuser plein de trucs, mais le point de départ que j'avais envie de prendre, c'est une sorte de, j'aime bien dire philosophie qu'on a en commun, qui est un truc que tu martèles souvent de ton entreprise, il faut qu'elle soit au service de la vie que tu veux vivre. Oui. Et moi, c'est un truc qui est aussi très proche dans ma réflexion sur les choses, qui est que je suis arrivé à l'indépendance et au fait de devenir freelance par une réflexion de comment je peux avoir le maximum le contrôle sur à quoi ressemble ma vie idéale. Absolument. Et pour ça, il fallait que j'ai le contrôle sur mon travail. Oui. Et du coup, je rejoins carrément cette réflexion que tu as eue là et que tu martèles un peu dans tes contenus et ta manière de prendre la parole. Je suis curieux c'est quoi la première fois que tu as eu cet apprentissage et à quel moment est-ce que ça c'est devenu vraiment genre la philosophie qui guide ta manière de bosser, tu vois? La première fois, on venait juste de commencer, là, fait que, officiellement, en 2013. Puis, ça va bien. On fait déjà beaucoup de revenus parce que, bon, avec l'affiliation, avec mon copain, justement, quand on a lancé pour la première fois son e-book, avec plein d'affiliés. Fait que, tu sais, du jour au lendemain, on faisait des centaines de milliers de dollars. Ouais. Cool, la vie va bien. On est dans un petit café dans la petite Italie, puis on rencontre un gars qui est australien, qui vient passer son été à Montréal parce qu'il a des amis à Montréal, puis il fait du Thai box, je sais pas quoi. Bref, tout ça pour dire qu'on a des entreprises qui sont similaires en termes de on vend des produits d'information, puis on fait de l'affiliation, nanana. Lui, comme je te dis, il est australien, il vient l'été parce que c'est son hiver. Puis il fait des échanges comme ça. Puis là, il nous parle de ses voyages. Puis il nous parle que des fois, il va vivre à Bangkok. Puis moi, Bangkok, c'est juste Hangover. Tu sais, le film, c'est juste ça que je connais. Tu sais. Fait que je suis comme, tu peux vivre à Bangkok. C'est pas juste dangereux. Genre, terrible l'image qu'on se fait. Mais bref. Puis il nous parle de ça, de tous ces voyages. Ça fait rêver un petit peu. Tu sais. Puis il dit, ouais, mais pourquoi vous voyagez pas? Tu sais, vous êtes tellement in a good place, you have such a good situation. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, en tout bref. Puis on n'avait pas de réponse. Parce qu'on voulait voyager, là, tu sais, puis la seule... Mais juste, tu le faisais pas, quoi. Non, on le faisait pas. La seule chose qu'on allait, dans des resorts à Punta Cana, puis au Mexique, puis c'est le fun, mais c'est pas le voyage. Ouais, c'est la relaxation. C'est pas le mode de vie, quoi. C'est pas la... Non, exact. C'est une bulle. Puis on n'avait pas de réponse. Fait que ce soir-là, on est revenu à la maison, puis on a comme réfléchi à ça. Pourquoi qu'on voyage pas? On peut, là, on veut. Pourquoi qu'on le fait pas? Ben, tu sais, t'as tout l'inconnu aussi, mais en même temps, tu fais comme... OK, qu'est-ce qu'on devrait faire? Attends un peu, là. Lui, oui, parce qu'il nous a invités, finalement, à venir en Australie chez eux. Tu sais, c'était la première fois qu'on venait. Puis, OK, hey, on va y aller. Let's do it. Puis en janvier, donc leur été, on est allé en Australie chez eux. Puis là, on était comme, oh shit, on a travaillé, là, c'était pas des vacances. On a amené notre ordinateur, puis on travaillait la moitié de la journée quand il faisait trop chaud. Puis après ça, on s'en allait sur la beach, où on se promenait, on allait faire des tours de vignobles, puis ça finissait drôle. Tout ça pour dire que on a comme commencé avec ça, puis on a fait comme, oh shit, ça existe, puis on peut le faire, puis on a les capacités pour le faire, pourquoi qu'on le fait pas? Ouais. Puis ça a vraiment comme... Cette année-là, on s'est mariés, on est parti un mois en Italie pour la lune de miel. Après ça, on s'est rendu compte que, on veut plus, on venait juste d'acheter un condo, un appartement, puis on était comme, non, on veut partir. On est parti 3 mois à Paris, sans compter le budget. C'était vraiment pas tant une bonne décision financièrement. mais ça a été quand même une espèce de révélation. Ouais, genre, c'est la prise de conscience wow, que I can do this, quoi. Exactement. Fait qu'on l'a fait, puis là, c'était comme, ben là, il n'y a plus d'autres options. C'est hyper intéressant parce que souvent, une des conversations que j'ai avec des personnes de mon audience ou que j'accompagne, c'est sur le fait qu'il y a des éléments concrets dans leur boîte ou dans leur business ou comment ils gèrent les choses qui les empêchent de vivre comme ils voudraient vivre. L'exemple que je prends souvent pour illustrer ça, c'est des freelances à Paris qui bossent tout le temps en présentiel, par exemple, qui se disent je peux pas quitter Paris parce que je fais tout sur place et mon modèle n'est pas construit pour avoir la liberté géographique. Là, j'ai l'impression dans ce que tu dis que c'était plus une question de je m'étais pas posé la question
et donc on l'avait pas fait, c'est ça, hein? Oui, absolument. C'était vraiment ça. Puis au final, on avait bâti quelque chose qui pouvait supporter notre lifestyle, mais on prenait pas conscience de ça ou on prenait pas action par rapport à ça. Ouais. Fait qu'une fois qu'on a comme réalisé ça, c'était comme, ouais, attends un peu, là, ça change complètement la perspective de qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie. Puis tu sais, il y en a des modèles d'affaires qui... En fait, si tu veux que ça soit en personne, c'est correct. Ouais, grave, c'est top. C'est tout. Tu sais, parce qu'après ça, on compare à ce que les autres font. De genre, ah oui, mais elle voyage, puis elle me dit que c'est bien le voyage. Oui, mais si tu veux, puis pour toi, ça Grave. t'allume d'être en personne, cool, c'est correct. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir... Mais si tu veux Ouais. quelque chose d'autre, do it. Ouais, Tu sais? grave. Et ça rejoint un peu le prochain pas de ce que je voulais voir avec toi, qui est ta réflexion sur ce que tu appelles l'essentialisme. Mhm. Et je voulais juste préciser, parce que je suis allé lire du coup la définition. Je me suis dit, oh, c'est quoi la définition d'essentialisme que je pourrais trouver dans Wikipédia par exemple? Et je me suis rendu compte d'un truc que je ne captais pas, mais que c'est un courant philosophique en fait, qui dit, et j'ai du coup la petite description. Vas-y. Je vais voir si je dis n'importe quoi depuis Non, longtemps. c'est tout aligné, t'inquiète. Parfait. Ça dit, toute entité, donc ici l'entité qui nous intéresse c'est une entreprise, Oui. peut être caractérisée par un ensemble d'attributs essentiels nécessaires à son identité et à sa fonction. Et je trouve ça grave intéressant parce que ça touche à deux niveaux qui sont: c'est quoi les trucs les plus importants que je peux et dois faire pour que mon entreprise fasse sa mission, quoi, remplisse sa mission. Mhm. Mais sur le sujet de l'identité, je trouve Oui. ça aussi hyper intéressant. C'est le mot aussi que j'ai vraiment fait comme... Ouais. C'est vrai, parce que c'est ça l'histoire, surtout en entrepreneuriat, où l'un va pas tant sans l'autre. Genre, la Grave. personne, Surtout dans nos formes d'entrepreneuriat à nous, c'est... effectivement, ça va pas... C'est ça va pas sans l'autre, parce que, pour en revenir au concept de genre une entreprise à notre service, tu sais, l'identité de la personne fait en sorte que l'identité de l'entreprise est un peu définie, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que la personne veut dans la vie va changer, qu'est-ce que l'entreprise va faire comme projet. Surtout, comme tu dis, quand on est plus solo puis qu'on commence Ouais. en plus. Mais même quand tu grandis, moi, je suis pas une fan des empires, là, tu sais. Je veux... tu sais, fine, je pourrais bien faire 1 milliard puis c'est bien correct, mais est-ce que je vais avoir la structure de Apple? Ouais. Non. Ouais. M'intéresse Et c'est pas pas du au tout. service de la vie que tu veux vivre, finalement. C'est ça, finalement, le filtre. Ben non, tu sais, je veux garder ça plus simple, tu sais, c'est ça, simplicité overall. Ouais. Parce que qu'est-ce qui est essentiel pour moi? C'est moi l'individu. Puis oui, c'est une perspective qui est... C'est pas égocentrique, mais c'est se mettre en premier. Puis je pense que l'objectif aussi d'avoir une entreprise, surtout quand on reste petit, justement, c'est ça, c'est réaliser qu'est-ce que nous, on veut. C'est aller... C'est comme une version plus grande de qui qu'on est. C'est qu'est-ce que cette autre entité-là qui est comme liée à nous, c'est comme plus grand que nous. C'est ça que Ouais. j'essaie de dire. C'est comme une version plus grande de nous, qui est dans un autre format, qui est une entreprise. C'est vraiment, vraiment pas clair l'idée que je suis en train de faire. Mais tout ça, en tout cas, je sais pas si tu Moi, vois je un petit peu comprends ce que je veux dire. Tu comprends? Tant mieux. Je reformulerai si tu veux. Vas-y, si tu veux, Là, mais... c'est que ce que tu dis, c'est qu'on infuse qui on est dans notre entreprise, Oui. mais avec le temps, ça peut nous dépasser. Parce Oui. que c'est pas juste limité à ce que je suis capable de faire avec mon corps, parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui bossent avec nous, on Oui. investit des ressources financières, et donc c'est comme une extension de notre identité Oui. qui peut aller plus loin. Oui, ben c'est ça. Merci, tu as mis des beaux mots là-dessus. Merci. I'm just trying to do my job. T'as bien. Et, Fait que c'est ça, c'est tellement plus grand que nous. Fait que t'as comme pas le choix de créer quelque chose qui est à ton image, puis de déterminer l'essentiel de l'individu va déterminer l'essentiel de l'entreprise au final. Ouais. Et du coup, pour toi, ce serait quoi quand tu dis revenir aux essentiels de mon entreprise et de moi? J'ai cru comprendre de la discussion que tu as eue avec Kylian plus tôt ce matin, qu'il y avait le voyage et le fait de faire des choses complètement nouvelles aussi qui te nourrissaient. Et moi, j'ai une question que je me pose beaucoup sur ma propre entreprise en ce moment, c'est s'il y avait un rôle ou une tâche ou un truc qui est le plus important dans la réussite de mon entreprise et mon rôle dans ma boîte, qu'est-ce que c'est? Et c'est une question qui tourne un peu en boucle depuis quelques mois pour moi. Du coup, je suis curieux, pour toi, ce serait quoi, genre s'il y avait the queen role et il faut protéger ça à tout prix et c'est le truc le plus important pour ce que tu fais? Je serais curieux de savoir ce que c'est. C'est drôle parce que c'est même pas au niveau de la création de contenu. Genre, la première chose qui m'est venue en tête, c'est tout ce qui est rédaction persuasive, genre copywriting. Ok. Ça, parce que c'est le truc qui génère des revenus que j'aime faire, vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut faire.
Ouais, grave. Bah, c'est infini. C'est ça, tous les différents types de stratégies disponibles pour faire des revenus en ligne, il y en a... Non, ça finit plus. Fait que moi, j'ai essayé, j'ai expérimenté, j'ai choisi le email marketing comme la façon qui va m'amener des revenus, mais qui va le faire de façon, tu sais, agréable. Tu sais, je veux pas le déléguer. Je sais que je peux, Ouais. mais j'ai aucune envie. Ouais. Aucune envie. Puis, tu sais, c'est pas loin de la création de contenu non plus, parce que tu fais pas juste de la vente, tu vends en donnant de la valeur, right? Fait que donner de la valeur, ça fait partie de la création de contenu. T'éduques les gens à faire des réalisations, des réflexions, ce genre de trucs-là. Mais ça, j'ai aucune envie de déléguer ça. Ever. Je veux garder ça. Ça fait partie mon entreprise au complet, le 2013, est basée sur la rédaction, ce modèle d'affaires-là vraiment écrit. Pour moi, c'est seconde nature. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, comme tu dis, quand on identifie ces essentiels-là, ça permet de se dire, OK, ça c'est ma fondation, et moi, la place que je veux avoir, qui est importante pour le développement de la boîte, comment je fais pour que le reste, ça soit pas forcément dépendant de moi. Et ça donne, je trouve, des bonnes briques et des bonnes pistes pour se demander, OK, comment je structure un peu cette affaire. Et ça va être différent pour tout le monde. Tu vois, toi, tu dis, par exemple, c'est l'écriture persuasive qui prend forme dans ta newsletter, peut-être sur tes réseaux aussi. Et moi, je me rends compte quand je regarde pour moi, et le truc qui revient un peu en boucle comme ma réponse, c'est me nourrir de plein de différents courants de pensée et créer de la pédagogie complètement nouvelle à partir de ça. Genre philosophie, plus permaculture, plus copywriting. Oui. OK, ça devient un truc qui me ressemble. Oui. Et moi, je me dis, OK, il faudrait que je passe le clair de mon temps à faire ça, en fait. Oui. Mélanger des influences et créer des nouvelles manières d'apprendre. Mais ça te nourrit toi, Et ça me nourrit comme de ouf. individu, puis ça fait en sorte que ton entreprise est unique, Ouais. donc qu'il y a quelque chose de différent qui va attirer les gens, tu sais. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'au final, c'est ça ton essentiel, point. Exactement. C'est ça l'essentialisme, c'est juste de trouver c'est quoi qui est essentiel pour nous en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qui est comment qu'on peut faire les choses de façon minimale avec le plus d'impact possible. Tu sais, si tu peux faire une chose, qu'est-ce qui est la chose que tu adores, qui se retrouve entre les deux, tu sais, les cercles, les... Ouais, T'sais. les cercles concentriques. Voilà. Alors, je crois que c'est pas concentrique. On m'a dit récemment, c'est pas concentrique, Thomas. C'est des cercles qui se rencontrent à un endroit. Ça, ouais, concentrique, c'est pas un dans l'autre. Ouais, c'est un dans l'autre. Ouais, t'as Mais raison. tu sais, pour dire que le milieu entre qu'est-ce que t'aimes faire, qui te passionne, qui fait que tu te réveilles le matin, puis le truc qui fait vraiment en sorte que ton entreprise grandit, tu sais. Ouais. Qu'elle nourrisse sa mission et qu'elle se développe. Exact. 100%. Ouais. Et du coup, tu as dit, là, tu parlais de faire moins, mais avec plus d'impact. Moi, c'est un truc que j'adore chercher et j'invite toujours les gens qui me suivent aussi à réfléchir à. J'appelle ça des asymétries d'impact. Moins d'efforts, plus de résultats. Oh, j'ai jamais entendu le... Bah parce que du Mais coup, c'est bon. tu investis moins d'efforts, mais tu as plus d'impact. Donc, c'est pas symétrique. Ça tu fait vois. beaucoup de sens. Ouais. Oui. J'aime bien ce mot. Je trouve que ça coin the term pas mal. Oui. Alors qu'il y a des choses où tu peux mettre beaucoup d'efforts, mais avoir très peu de résultats et qui est aussi une asymétrie d'impact, mais un peu dans le Oui, mais dans mauvais l'autre sens. sens. Et c'est pas le sens qu'on cherche. Oui. Et je trouve que du coup, c'est une autre clé de se dire ça. Et ça vient sur ce truc de moins mais mieux. Et c'est aussi quelque chose que tu martèles souvent, toi, de dire arrêtez d'essayer de tout faire parce qu'il y a une infinité de choses à faire. Ciblons. Et je suis curieux, est-ce que tu as, au-delà de ce truc de l'essentialisme de la tâche principale et je me concentre sur ça, est-ce que toi, tu as d'autres procédés, d'autres clés, d'autres réflexions pour te dire, OK, ça, I'm gonna cut it et je vais pas le faire parce que c'est pas ce qui rentre dans moins mais mieux. Comment tu fais pour sélectionner un peu les choses où tu mets l'accent? Je sais pas si t'as un procédé pour ça. J'ai pas de procédé. J'ai plus des barrières. OK. Genre, en sachant qu'est-ce que tu veux quitter, ce genre de truc-là, ça fait en sorte que il y a comme une espèce de contraste naturel qui se fait de, ça rentre pas dans les critères, tout simplement. Ça rentre pas dans les critères, donc ça fonctionne pas. Fait que est-ce que j'ai une liste de critères? Est-ce que ça rentre dans l'horaire, dans les limites que je me suis données? Mais il faut que tu connaisses tes limites en premier. Il faut que tu aies déterminé ce processus-là avant. Fait que, c'est ça, j'ai pas un processus tant que je me suis posé les questions. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Donc ça détermine pas ça. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je veux dans mon entreprise en ce moment? OK, mettons, je veux travailler 15-20 heures par semaine. Fine. Quels sont tous les outils que je vais avoir besoin pour atteindre mes objectifs quelconques? Fait que si, mettons, tu veux faire 100 000 $ par année puis que tu veux travailler 15-20 heures par semaine, great. Est-ce que le one-on-one est ta meilleure option? Ouais. Pas nécessairement, parce qu'on parle
d'avoir plus d'impact en travaillant moins, 1 heure égale un certain nombre de dollars. Tu n'as pas une espèce d'impact exponentiel avec chaque heure. Ouais. Donc, de choisir un modèle d'affaires qui supporte cet objectif-là, objectif qui a été déterminé par c'est quoi ton essentiel. Contraintes, ouais, grave. Fait que, Le mode de vie qu'on veut, on revient à ça du coup. exact. Finalement. Fait que ça tout part de se poser des questions par rapport à soi-même. Si tu te poses pas, si tu fais pas l'exercice de te poser des questions, est-ce que cet aspect-là de ma vie est en alignement avec ce que je veux maintenant? Ouais. Oui ou non? Oui, excellent, on garde, génial. Non, OK, cool. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Fait que ça fait en sorte que c'est plus facile de dire non, de laisser de côté des projets qui sont juste pas alignés. C'est pas juste des questions d'objectifs, d'objectifs de business, d'affaires, parce que c'est le fun, mais c'est pas fulfilling. Genre, ça t'amène... Ouais. T'as check-in box, mais... Great, what next? C'est infini, quoi. Exactement. Fait que, je sais pas, je pense que tout part vraiment d'une recherche constante de qui est-ce qu'on est puis qui est-ce qu'on est maintenant. Puis à partir de là, ben c'est ça, c'est plus facile de dire non à des demandes, des opportunités qui ne fitent pas avec qui sont pas ce au service portrait-là. de ce que tu veux vivre. Et encore une fois, c'est un truc auquel je commence à goûter de plus en plus, qui est que tu arrives à un stade où tu as beaucoup d'opportunités et elles sont toutes incroyablement sexy, et ça devient de plus en plus important à avoir cette compétence de couper dans l'art, si je peux me permettre cette expression un peu grossière, mais de dire ok, c'est ouf, mais c'est pas aligné avec où je vais et où j'ai envie d'être maintenant, par exemple sur les horaires ou par exemple sur le cadre de vie ou ce genre de choses. Et moi là je commence à déjà entreapercevoir un peu mon année prochaine en me disant, une de mes intentions c'est de moins bouger, parce que cette année ça a été ultra intense pour moi, parce que j'ai fait lancement. Ça fatigue, hein? Ça fatigue de ouf. Et j'ai déjà plein d'opportunités. On me dit tiens, viens à Marseille pour faire ci, viens à Paris pour faire ci. Et alors que je me suis réfugié à la campagne depuis cette année. Et du coup, je me dis ok, là, ça va être important pour moi d'arriver à dire non à des trucs qui me demanderaient trop physiquement de bouger, quoi. Donc, ça me fait penser à, tu sais, il y a comme une espèce d'amour-haine envers, c'est comme une espèce de modèle de lancement, justement, où tu vas donner énormément, puis après ça, t'es fatigué, fait que là, t'arrêtes, puis là, t'es comme « Ah, je suis plus capable ». Puis après ça, t'as comme envie, puis là, tu retournes sur une espèce de roller coaster. Puis il y a plein de personnes qui vont faire littéralement des business à montrer un modèle d'affaires qui est contraire à ça. Tu sais, tout ce qui est evergreen, tout ce qui est vente automatique. Lifestyle business, comme ils disent. Littéralement. Puis, tu sais, c'est pas un modèle de lancement, c'est un modèle où tu as de l'argent tout le temps, où ça croît comme ça au lieu de faire... Puis, je comprends ce point-là parce que tu as une genre de sécurité financière qui est comme agréable. Puis, j'ai essayé, puis j'aime ça, mais j'aime aussi le roller coaster. Mais en même temps, tu vois, je vais avoir des années où je suis dans le haut du roller coaster, puis l'année suivante, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie? Puis là, je vais être dans le bas. Puis ça va revenir. Fait que c'est pas mon année où... C'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai besoin maintenant. Ouais, tu vois les choses sur plus long terme, en fait, qu'un modèle qui se répète année après année. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comme ça. Genre, ok, je réfléchis sur 2 ans, en fait. Cette année, ça va être lancement. L'année prochaine, on va se reposer un peu. Et après, de quoi j'ai besoin maintenant? Qui est-ce que je suis maintenant? C'est quoi la version de moi, là? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Et question sur ça qui me vient, parce que je me dis... Est-ce que ça ne va pas à l'encontre d'une certaine forme de stabilité? Moi, j'explique un peu ma pensée de manière plus globale. Un truc auquel moi je réfléchis beaucoup, c'est long-term vision. Donc, je serais capable plus ou moins de te dresser la vision à 20 ans de ce que j'ai envie de construire. Oh boy. Ce qui est assez ouf et facile pour tout le monde. Mais moi, j'adore faire cet exo. Et je me dis, ça m'aide beaucoup pour prendre le temps de construire les choses brique par brique. Pardon. Et je me dis, je vois plein de gens qui ont une réflexion beaucoup plus court terme, donc de semaine en semaine ou de mois en mois, et qui tournent beaucoup en cercle. C'est-à-dire, ils lancent un projet, puis 3 mois plus tard, ils en lancent un autre, puis ils en lancent un autre, puis ils en lancent un autre, et au final, il n'y en a aucun qui va nulle part, parce que c'est un petit chiot qui joue avec plein de trucs et qui fait jamais rien sur du long terme, tu vois. Donc je pense que, et je suis curieux d'avoir ton avis sur cet équilibre entre voir loin et en même temps écouter who am I now, qui je suis dans l'instant, comme tu disais. Aussi loin que 20 ans,
zéro, là. Tu viens pas me chercher du tout. Entre autres, justement, pour me laisser cette flexibilité-là d'être la personne que je veux être, whatever. Parce que, au final, tu fais tout le travail d'estimer, puis d'essayer d'évaluer qui est-ce que je vais être quand c'est... Puis je fais comme, ouais, mais je vais pouvoir aussi faire ce travail-là quand je vais être rendu là. Parce que je sais pas exactement comment je vais penser parce que je suis pas encore rendu là. Ouais. Fait que, mais je suis aussi quelqu'un qui adore planifier d'avance, mais par projet. Ouais. Fait que je prends des trucs vraiment long terme, je les planifie vraiment intensément, les deadlines. J'ai un horaire de production qui s'étend vraiment beaucoup parce que j'ai besoin justement d'avoir cette planification-là qui, autant pour moi que pour respecter mes collaborateurs, tu sais, avec qui je travaille, parce que si mon temps est précieux, le leur l'est aussi. Ouais. Fait que je vais pas arriver dernière minute. J'haïs ça, quelqu'un qui me prend quelque chose à dernière minute, je suis comme... Non, là, j'ai besoin au minimum de 2 mois d'avance si tu veux me proposer. Puis ça dépend encore de c'est quoi le projet. Parce que dans mon année, je sais à peu près où je vais mettre les choses et je sais comment je gère mon énergie par rapport à un certain projet. Quand je veux faire une collaboration avec quelqu'un, je vais m'investir comme si c'est mon projet. Ouais. Parce que je ne veux pas faire les choses à moitié sur un coin de table. Je veux y aller all-in. Donc, je ne peux pas en avoir plein dans l'année parce que je vais m'épuiser moi-même. Donc, la gestion de mon énergie, je la connais très bien. Je pourrais la connaître encore mieux, pour être honnête, parce que même des fois encore, je me laisse surprendre par genre, j'ai dit oui à quelque chose que j'aurais pas dû. Mais tu sais, je pense que c'est ça, il faut que tu connaisses bien comment tu gères ton énergie pour être capable de planifier. Mais je suis pas quelqu'un de long terme. Genre, j'ai besoin de cette flexibilité, au moins à l'année. Ouais. À l'année. Ouais, mais ce que j'entends, c'est que tu te poses la question dans le présent de, OK, si je regarde mes envies et mon niveau d'énergie maintenant, comment j'étends ça sur un an? Oui. Du coup, c'est ça, hein? Oui, ouais. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est d'apprendre à se connaître. Mais c'est ça, très, très, très fan de la planification, mais l'espèce d'établir des objectifs fictifs basés sur une version de moi que je connais pas encore, ça fait pas beaucoup de sens pour moi. Ouais, j'entends. Du coup, je vais peut-être préciser ce que j'entends par vision à 20 ans, c'est je vois la grande image de ce que j'ai envie de construire avec tout le travail que je fais. Oui. J'ai aucune idée de exactement comment le détail près, mais tu vois, genre, si je te dis la grande image, c'est je vais avoir une sorte d'écosystème d'entreprise au service des indépendants qui vont de aujourd'hui la partie pédagogique qui est mon projet du moment et ce sur quoi je me concentre, mais d'ici 20 ans, sûrement une série de co-living et co-working dans plusieurs endroits où tu as ton co-working à Bordeaux et tu vas à Arcachon pour ton co-living le week-end et rejoindre d'autres freelances et passer un temps à la plage. Mais c'est cool, c'est un projet qui nécessite beaucoup de temps aussi. Ouais. Et c'est pour ça, c'est far away. J'ai des idées que j'aimerais mettre en place qui vont pas arriver dans l'année prochaine ou pas. Fait qu'est-ce que c'est un objectif futur? C'est pas tant un objectif, du coup, c'est plus, genre... C'est des trucs que j'aimerais peut-être faire, mais est-ce que j'y tiens mordicus à ce point-là que ça fait partie, puis à l'année 5, ça va être ça? Ouais, non. Non, elle arrivera si ça a à arriver. Ouais. Mais ça, c'est un projet qui m'intéresse, mais j'y tiens pas tant que ça. Ouais. Et en même temps, je sais pas si c'est le cas pour toi, par exemple, avec les projets que tu as en tête là, mais moi, ça me guide quand même dans l'évolution des choses. Je me dis, OK, je sais que je vais vers là. Ouais. Donc, il y a une réflexion intéressante qui se met en place dans le présent. Par exemple, pour ces trucs de coworking, co-living, ah tiens, ça c'est un truc où la communauté, c'est important. Oui. Et du coup, en ramenant ça au présent, je me dis, OK, c'est un je fais sujet qui maintenant, m'intéresse sur la partie communautaire right. et sur la partie se réunir en présent, en présentiel. Cette année, par exemple, j'ai envie de faire de plus en plus de choses où je réunis les gens qui suivent mon travail, mais en vrai, où on part un week-end dans une maison ou des trucs comme ça. Et c'est genre tu sais, c'est des trucs de 20 ans, je le ramène dans le présent. OK, first step, ça ressemble à quoi? Et ça m'aide aussi à guider mes projets, du coup, finalement, du présent, quoi. Je pense que c'est juste 2 visions, tu sais, point. Ouais, il n'y en a pas une mieux que l'autre. Au final, sûr. c'est comme, si tu sais tellement, puis c'est clair pour toi, c'est ça qui fait du sens. Ouais, grave. J'ai pas cette clarté-là par rapport au futur. Personnellement. Et c'est OK, comme tu dis. Oui, c'est ça, point. Genre, j'ai pas une espèce de complexe par rapport à ce que je devrais faire. Ouais. C'est terminé, ça, là. C'est le risque, comme... je pense, tu vois, effectivement, comme tu dis, que soit on se dit, je suis trop dans le futur et je rêve trop, ou au contraire, putain, j'ai pas une vision à 20 ans, bordel, je suis complètement du père. non, j'ai vraiment pas. J'ai laissé tomber ça, qu'est-ce que je devrais faire en affaires. C'est trop bien. Et je pense que c'est un poids que beaucoup de personnes se posent, qui portent sur leurs épaules de ce que je devrais faire. Oui.
Il y a comme une base. Ouais. Genre, pour avoir une entreprise, tu as besoin de clients qui Ouais. achètent quelque chose à un endroit. Et après, Pas mal ça, là. Tu sais, c'est tout. Fait on peut se poser la question, comment est-ce que les gens en arrivent là? Puis là, on parle de marketing. OK. Es-tu obligé de faire tout? Non, tu peux choisir une chose. Ouais. OK, cool. Puis ça va être quoi l'affaire que les gens achètent? Hmm. Tu pas obligé de faire tout. Tu peux en avoir juste une. Fait que quand tu comprends la base de comment est-ce que ça fonctionne, Après, c'est ouf. après, c'est toi qui décides. Hmm. C'est toi qui décides. Fait que, tu sais, oui, il y a des modèles d'affaires qui ont été travaillés, qui ont été expérimentés par plein de monde, puis qu'au final, ben, tu peux l'appliquer pratiquement as is. Est-ce que tu vas avoir des résultats garantis? Pas nécessairement. Mais il y en a des modèles d'affaires qui ont plus d'expérience, sont plus comme un historique, Ouais. pratiquement un patrimoine. C'est comme ce modèle d'affaires-là, là, tu sais, ça... Mais tu peux, parce qu'il n'y a personne qui t'empêche de faire quelque chose comme tu veux. Ouais. Puis peut-être que si tu fais quelque chose de nouveau, tu vas pas nécessairement réussir. Ouais. C'est clair. Je pense que les gens, c'est tout et rien dire, les gens. Plusieurs mais personnes. en général, Ouais. effectivement, il y a ce poids de ça marche, il faut que je fasse ça. Oui. Et je pense que tu fais bien de repréciser qu'il y a des choses qui ont fait leur preuve, entre guillemets. Mhm. Moi, par exemple, l'endroit où je vois que ça a fait ses preuves, c'est de me questionner sur les effets de levier. Donc, Oui. qu'est-ce que je peux construire qui me permet de gagner du temps à long terme Oui. plutôt que de construire une machine qui mange mon temps tout le temps. Oui. Finalement. Ce qui Ouais, vient ouais, à ce truc de moins mais mieux que dont on parlait Absolument, tout à l'heure. on s'en rejoint là-dessus. Là. Ouais, ouais. Et je sais que toi, par exemple, l'effet de levier dont tu parles souvent, pour ça, c'est le format de la formation en ligne. La formation en ligne, les collaborations, Ouais, j'en parle beaucoup, mais c'est parce que c'est pas assez utilisé selon moi. Hmm. C'est là, c'est disponible. On a toujours fait ça dans n'importe quoi. On travaille dans une entreprise, il va y avoir des équipes qui se créent. Ouais. Puis parce qu'on est solo, on pense plus à l'équipe, on Ouais. pense à notre équipe. Hmm. Right? Mais on pense pas aux équipes de... Puis pour moi, la collaboration, ça fait partie de l'ADN de mon entreprise parce Ouais. que l'affiliation, c'est ça. Ton essentialisme à toi. Et voilà. Fait que je veux... Puis c'est quelque chose aussi qui remplit ce mandat-là de faire... d'avoir plus d'impact avec moins de temps, moins d'efforts, parce que tu bénéficies du trafic des autres, tu sais, de tout le travail des autres, finalement. Il y a un effort commun, puis tout, mais tu atteins beaucoup plus de monde avec à peu près le même travail. Oui, il y a un peu plus de gestion d'autres personnes, mais au final, moi, c'est comme ça que j'ai construit, puis c'est comme ça que je vais continuer de construire, parce que, ben, il y a des questions marketing, puis de gestion, de genre les coûts d'acquisition, puis ce genre de patente-là avec la publicité, Ouais, tu c'est sais. des détails, ça, après. Non, mais c'est ça, mais au final, pour moi, l'impact devient majeur, exponentiel quand on collabore ensemble. Puis oui, les formations en ligne, c'est la même idée où tu mets du temps dans un produit, puis ensuite tu le vends à l'infini à une infinité de personnes. Ouais. Les collaborations, c'est plus au niveau du trafic, de l'acquisition. Ces deux outils-là me permettent encore plus, tu sais, d'avoir un lifestyle qui est aligné avec... Ouais, avec ce que tu veux. une business qui est alignée avec... Oui, plutôt voilà. oui, c'est dans ce sens-là. Ouais. Et je voulais, du coup, pour peut-être aider les gens qui sont là et qui réfléchissent à, OK, qu'est-ce qui a fait ses preuves dans le temps, parce qu'il y a plein d'exemples d'effets de levier. Je sais pas si tu en as d'autres. Moi, j'essaye à chaque fois de me questionner sur, OK, je peux construire cette brique-là. Par exemple, moi, là où je mets beaucoup d'investissement de mon temps et de mon énergie, c'est sur l'effet de levier du média. Mhm. Comme toi, tu as fait avec ton podcast aussi, par exemple, mais où je me dis, c'est incroyable la force de... Là, actuellement, sur mon podcast, il y a, je sais pas, 90 heures de contenu. C'est fou, la force de 90 heures de contenu, de moi qui partage ce que j'ai appris, les apprentissages des autres. Absolument. Le lien que ça crée avec mes potentiels clients, quoi. Et ça, c'est un effet de levier, encore une fois, de... Je le fais une fois, là on enregistre cette conversation et je suis trop heureux de le faire à Montréal en plus, c'est au service du lifestyle que je veux. Absolument. Mais c'est aussi quelque chose qui va durer pendant peut-être les 10 prochaines années, les gens pourront l'écouter, quoi. Exact. Ça a de l'impact pour tellement de monde. Puis, tu sais, mettons qu'on s'en va à la base, quelque chose que les gens font pas, mais tu sais, mettons, écrire du contenu pour une personne. Ouais. Les gens font pas ça en ligne, là. On fait du contenu tout pour de la masse, mais c'est une façon, comme tu dis, c'en est un levier qu'on prend un peu pour acquis. Le email marketing en est un où tu écris un courriel, Ouais, grave. mais ça peut So many atteindre people des peuvent centaines lire. de milliers de personnes, Ouais. tout dépendant de la taille de ta liste, tu sais. Fait que je pense que si tu utilises tous ces outils-là, puis tu essayes le plus possible, tu sais, d'utiliser tout ce qui a le plus d'impact, tous ces leviers-là, finalement, ben au final, tu as une entreprise, littéralement, qui te sert. Ouais. Parce que chaque minute, seconde d'effort que tu passes sur ton projet va payer
peut payer dans le futur. Oui, Ouais. de différentes façons. Le retour sur investissement peut être en plus de temps, en plus d'argent, en plus de clients, Ouais. en plus de tout. Mais c'est chaque minute compte pour plus tard. C'est Ouais. des investissements, Ouais. littéralement. Fait que j'essaye de tout le temps utiliser ces leviers-là, d'utiliser tout ce que je peux utiliser pour maximiser mon temps parce que je peux pas le renouveler. Mon argent, ça se renouvelle. Tu sais, je suis pas... Autant que j'aime l'argent, autant que je suis pas attachée tant que ça à mon argent. Fait que je vais faire des dépenses pour des formations, pour des masterminds qui sont grosses, mais j'ai pas... Ce qui est arrivé, mettons, en 2021, où j'ai comme dépensé quelque chose comme 25 000 pour une formation, puis finalement, j'ai décidé, je veux pas la faire. Puis J'adore. il y a plein de monde qui était comme « Ah, mais tu sais, c'est le deuil! ouais. Puis tu sais, moi, le deuil, pour moi, n'était pas l'argent. Ouais. Le deuil était le projet que j'avais commencé, puis les efforts que j'avais mis. Et le temps que tu Oui, le temps. dedans. L'argent, j'étais comme « Ouais. On va en faire d'autres. » Mon temps est tellement, tellement, tellement précieux. Puis je te disais tantôt, genre, à quel point je respecte le temps des autres. C'est parce que pour moi, c'est une valeur qui est comme... Non, là, on est à l'heure, les deadlines, les trucs comme ça, parce que chaque seconde est perdue. Ouais, c'est la seule ressource qui est limitée finalement. Tout le reste, ça se renouvelle. Exact. Hmm. D'où l'importance d'utiliser ces leviers-là, d'où l'importance d'utiliser ces outils-là qui nous permettent d'accélérer nos résultats, les impacts qu'on a, sans travailler plus, parce que, encore une fois, au final, c'est toi qui le sente, là. C'est toi qui est le top de ta pyramide. Là. Est-ce que tu as d'autres idées de choses que peut-être toi tu fais, où tu te dis, tiens, ça c'est une manière pour moi de maximiser mon temps, ou alors de mieux protéger le mien grâce à d'autres leviers que tu as dans ton activité? Certaines automatisations. Pour vrai, l'automatisation, c'est très technique là, dans tout, mais j'essaye automatiser le plus possible les processus que j'ai. Je deviens obsessive à créer des processus, puis que ça soit, si c'est possible, qu'ils soient automatisés et qu'il n'y ait même pas d'effort humain nécessaire. C'est trop bien. Oui. Fait que les outils là, leviers que j'ai, justement, c'est ces automatisations-là. J'avais le podcast qui avait comme un gros impact, mais le email marketing, encore une fois, pour moi, ça en fait partie de ça. On le voit pas comme ça, mais c'est un email, plein de personnes. Évidemment, les formations en ligne, les collaborations, tout ce qu'on a nommé, tout ça, c'est des choses qui multiplient ton impact, mais qui ne multiplient pas ton temps nécessaire. Fait que c'est pour ça que j'ai un peu une espèce d'aversion par rapport au one-on-one, parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent, mais moi, ça nourrit pas mes besoins. Fait que je suis comme, non. Non. Ouais. C'est intéressant parce que, encore une fois, ça parle juste de toi. Et ça ne veut pas dire c'est bien ou pas bien. Ça veut juste dire ça t'inspire pas de construire autour de ça. Moi, je sais que, par exemple, avoir très peu de temps comme ça, j'adore, mais trop, c'est trop. Et c'est pour ça que j'ai que 2 personnes, moi, par an, que je fais en one-on-one, parce que c'est la bonne dose, tu vois. C'est genre, that's enough. Puis c'est correct. Puis c'est correct, puis il faut que tu aies choisi. Puis tu sais, au final, l'essentiel, c'est que tu aies du fun. Que tu aies du fun parce que ton temps... faut qu'il soit bien optimisé. Ouais, grave. Fait que si c'est ça que tu veux. Puis c'est pour ça que, tu sais, à travers le podcast, j'ai exploré les différents modèles d'affaires, autant que j'ai exploré les MLM, qui sont tellement polarisants pour plein de monde, que, tu sais, justement, le one-on-one, les gens qui font des appels de vente, qui pour moi est tellement... ça ne fit pas, là, c'est pas dans les leviers, justement, là. Mais j'explore ça parce que c'est pas parce que c'est pas moi que c'est pas les autres. Ouais, grave, exactement. Fait que, OK. Fait que j'ai pas d'opinion là-dessus, genre... Toi, la MLM, je m'en fous. C'est hyper intéressant parce que je voulais arriver sur ça justement. Je pense qu'il y a un côté pour trouver son modèle et ce qui marche bien pour moi et ce qui est aligné avec mon essentialisme, disons. Souvent, je pense qu'il y a des barrières presque morales qui peuvent venir nous boucher. Je donne un exemple. J'ai un ami récemment qui parlait dans sa newsletter, il s'appelle Jean-Charles Curdali et sa newsletter s'appelle Les Philopreneurs. Et il parlait de cette sorte d'obsession qu'on peut avoir de l'inbox zéro, c'est-à-dire vider notre boîte mail, répondre à tout le monde, que tous les mails soient traités. Et il dit, on est tous un peu bercés à ça dans notre milieu, l'entrepreneur, machin, il faut répondre à tout le monde, faut faire l'inbox zéro. Et il dit, mais en vrai, est-ce que quand on passe du temps dans notre boîte mail à répondre à tous ces emails, est-ce que c'est là où on crée le plus de valeur pour les gens? Est-ce que c'est là où on apporte le plus? Non. La réponse, elle est effectivement, la plupart du temps, non. Donc pourquoi est-ce qu'on se meurtrit? Et moi, les mails, c'est un poids quand même. Ma boîte mail, je pense que c'est le truc qui me pèse potentiellement le plus. Pourquoi est-ce qu'on se fait autant de mal à répondre à tous les mails si c'est pas là où on contribue le plus? Et je pense qu'on est sous cette emprise de morale de c'est pas bien de laisser les gens sans réponse. Exact. C'est une espèce de malaise. Qu'est-ce que les gens vont penser? Encore une fois, c'est...
Ouais, je pense que c'est l'éthique de la chose. Mon chum m'a parlé à tellement de reprises à travers le temps, justement, de moments où ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas répondu à un courriel que Mané, il le delete. Puis je suis comme, what? Comment? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Puis il dit, ben, si c'est important, elle va me réécrire. Puis je suis comme, Ok. oh my God, t'es bizarre! Mais je sais pas, évidemment, c'est toute l'histoire des notifications. Il y a comme une espèce de thrill, bon, aussi psychologique, chimique, littéralement, de il y a quelqu'un qui nous donne de l'attention, qui nous donne de. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que je laisse ma boîte mail dépasser plus que 10 courriels? Non. Parce que, genre, en haut de ça, je fais comme, non, c'est un clusterfuck. Je suis mieux de tout sélectionner puis déliter puis genre, recommence à neuf. parce que ça serait beaucoup trop long. Mais je suis absolument d'accord que, genre, c'est tellement pas. Puis, tu sais, les connexions, parce qu'overall, c'est ça, des courriels, hein, c'est des connexions, c'est des messages qui ont beaucoup de valeur, sont rarement faits dans des courriels. Ouais. Ils vont être faits en personne, ils vont être faits bizarrement dans les DM sur Instagram. Mais en même temps, tu choisis bien. Puis, tu sais, la plupart de mes bonnes connexions se font là pour être honnête. Puis bon, je sais pas comment exprimer, mais les emails, le quotidien, Ouais, mais c'est hyper intéressant, tu vois, parce que moi, j'ai une sorte d'aversion de me dire, putain, mais je serais presque une mauvaise personne si je ne réponds plus aux mails, tu vois. Oui. Et je me questionne, je me dis, mais de où ça me vient, ça? Qui m'a mis cette idée dans la tête que c'était pas bien? C'est acquis, hein? Et c'est genre un truc, tu vois, c'est un peu comme souvent je parle des croyances et tout, et toi aussi, j'ai écouté un de podcast où tu parles des croyances sur gagner de l'argent, il faut que ce soit dur, tu vois. Oui. C'est des espèces de trucs qu'on fait notre vie, et tout d'un coup, on se retrouve à penser un truc avec énormément de certitude qu'on n'a jamais choisi. Oui, ça a été acquis quelque part, un moment donné, On sait puis pas trop, c'est quoi. poli. Ouais. Et je pense que ça limite énormément le fait de se dire, ok, je veux faire une page blanche et vraiment dessiner mon entreprise d'une manière qui me ressemble. Et je pense que là, c'est tous ces biais, ça nous empêche quelque part de bien le faire, tu vois. Je pense qu'il y a aussi moyen de faire ça en mettant ses limites personnelles, ses boundaries, ou d'utiliser justement l'automatisation, ou, mettons, les gens, tu as un courriel de réponse, littéralement, tu sais, automatique, qui part quand tu reçois un courriel, puis qui dit « By the way, je réponds pas vite. » Puis c'est comme ça. C'est pas toi en particulier, genre, mais je réponds pas vite. S'il y a une urgence, ça, ou, tu peux déléguer aussi ça. Mais moi, mon service à la clientèle, j'ai complètement délégué. Fait que tous mes courriels, c'est juste des courriels de collaboration, tu sais. Poser les partenariats. Exactement, tu sais, parce que c'est moi qui dois faire ça. Ton essentialisme. Exactement. Mais initialement, je me sentais mal de déléguer mon service à la clientèle, parce que les gens me suivent pour moi. Ils me suivent pas pour Louis, là, qui est mon... Tu sais... Bonjour, Louis. Ben non, c'est mon beau-frère, je l'aime bien gros. Mais tout ça pour dire que, c'est ça, ils veulent pas nécessairement parler à Louis, ils veulent parler à Geneviève. Je me sentais mal. C'est même l'idée des DM sur Instagram, parce qu'il y a un certain moment où tu en reçois beaucoup, de déléguer ça parce que tu as une connexion avec les gens, puis tu fais comme moi, mais je vais-tu perdre la connexion? Est-ce que les gens vont pas aimer ça? Je leur dois-tu ma présence? Ouais. La vraie réponse, c'est non. Ouais. Mais... T'as comme une espèce de pression de genre, je leur dois quelque chose, mais tu dois rien à personne. Et c'est ouf. Enfin, moi, je me rends vraiment compte à quel point ça peut tellement nous limiter dans le fait de construire un truc qui est vraiment au service de notre vie quand on revient encore à cette idée de base. Et moi, j'aime bien me dire que... je suis très curieux de comment les gens vont réagir à cette conversation, parce que souvent, ces trucs de morale, éthique, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est des trucs qui sont très ancrés en nous et qui font partie de notre identité. Mais moi, ma réflexion, elle est aussi de me dire, si je suis pas dans un endroit où je m'épanouis pleinement, et moi, je suis vraiment à ma bonne place, selon, comme tu disais, mes limites personnelles et mon consentement, si on peut utiliser ce mot-là, mais je suis pas capable de donner le meilleur de moi, tu vois. Exact. Et donc, quelque part, c'est aussi plus au service des gens qui vont s'engager avec nous et de nos clients, quand on trouve vraiment cet espace au-delà de la bien-pensance morale dont on a hérité, mais qui n'est pas vraiment la nôtre à la base. Oui. Il y a un truc que... Je suis maman, puis il y a un truc que j'ai appris en commençant, en tant que maman, c'était ton enfant n'a pas besoin de mère parfaite, il a besoin de mère heureuse. Puis ça, pour moi, c'est la même chose. Ouais, grave. Ta communauté n'a pas besoin d'une personne parfaite partout qui répond dans la seconde. Ouais. Ils ont besoin de quelqu'un qui est assez présent, qui est assez connecté avec lui pour être capable de supporter. Puis ça, faut comprendre aussi que c'est la même chose pour l'argent, dans le sens où
la personne doit être payée pour continuer de faire ce qu'elle fait. Ouais. Parce que sinon, déjà, c'est pas un esclave, tu sais. Fait que rémunérer la personne à sa valeur fait en sorte qu'elle peut être un meilleur formateur pour aider encore plus les gens. Fait que, tu sais, il y a tout une espèce de question de genre l'éthique de ouais, pourquoi tu fais pas ça gratuitement? Pourquoi t'aides pas les gens gratuitement? J'ai comme ben parce que mon meilleur contenu est fait quand je suis dans une situation de sécurité bien, où je suis bien puis que je suis heureuse, tu sais. Au lieu de gratter des scènes dans un tiroir puis essayer, tu sais, de manger du craft dinner. Je sais pas si c'est quoi du craft dinner, mais c'est du macaroni au fromage cheap. Okay. Anyway, fait que tu sais, bref, la nourriture quand t'as pas beaucoup d'argent. Oui. Fait que bref, tout ça pour dire que quand t'es bien aligné, quand t'es dans une situation où t'es en sécurité, t'es heureux, là, tu peux créer vraiment... tu vas avoir un impact, finalement. Et je pense que pour arriver à cet endroit-là, ça demande parfois de prendre des décisions qu'on pourrait dire radicales. On avait un peu parlé avec Kylian aussi de ce côté un peu incarner vraiment qui on est de manière, entre guillemets, radicale. Et je pense que c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre, pardon, qui sont du coup difficiles et pas faciles à prendre. Oui. Et qu'on n'ose pas prendre. Genre sur ce truc de... mon pote, par exemple, la newsletter dont je parlais, il était en train de se dire peut-être que je vais décider de juste plus répondre aux mails parce que c'est pas là où j'apporte le mieux de moi. Oui. Quoi. Décision ultra difficile à prendre. Je me dis, dans un monde où on savoure l'inbox zéro, je sais que toi, tu as pris une décision par rapport à ton podcast qui, je pense, a dû être pas forcément facile. Non. Mais qui, j'ai l'impression, va dans ce sens de OK, où est-ce que moi je me retrouve et où c'est vraiment aligné pour moi pour apporter le meilleur. Tu nous en parles un peu? Oui, ben dans le fond, tu sais, c'est ça, le podcast, j'ai commencé ça, puis il n'y en avait pas beaucoup, hein. Fait que j'ai comme une espèce d'attachement émotionnel où c'est quelque chose qui m'a aidé à être là où est-ce que je suis. C'est un outil, un levier qui m'a donné beaucoup de réputation aussi, qui m'a permis de connecter avec des gens qui étaient plus grands que moi aussi en les interviewant, qui m'a aidé à avancer finalement. Donc, prendre la décision de l'arrêter, c'était une décision qui était logique par rapport à... Parce que je sais où est-ce que je veux être maintenant. C'est pas nécessairement facile, là, de se poser cette question-là puis d'être d'accord avec la réponse. Ben ouais, c'est clair. Puis tu sais, j'ai vraiment... Je me suis exercée spécifiquement en 2021 à écouter la première réponse qui vient. La première réponse qui vient, souvent, tu l'aimes pas. Tu sais, comme... Tu te demandes, ce lancement-là, c'est une bonne idée. Puis la première affaire qui vient, c'est genre, ouais, tu devrais le canceller. Là, c'est comme, non, ça, c'est juste la peur qui parle. Puis, il y a un certain point où peut-être que c'est la peur qui parle, mais des fois, ça te quitte pas. Puis ça te lâche plus. Puis tu veux pas l'écouter parce que c'est pas une décision que ça te tente de prendre. Puis c'est la même chose pour le podcast où il y a un certain moment où j'ai... Tu sais, t'as comme un feeling. Ça part par un feeling de genre, c'est off. C'est inconfortable, puis tu sais pas encore, t'as pas les mots formés par rapport à qu'est-ce que tu veux, mais le moment que les mots se forment dans ta tête, que genre, ouais, il faut que t'arrêtes le podcast, ça me quitte plus. Ouais, ça part jamais. Ça me quitte plus. Fait que j'ai commencé à plus écouter ça, à plus écouter quand les mots se forment. Puis c'est difficile, c'est très émotionnel, mais, comme tu dis, je t'ai rendu à un certain point où check. Là, on parlait de roller coaster. Là, je suis dans un creux. Puis j'ai besoin de respecter ce creux-là. Ouais, de prendre le temps. Ouais. Puis le podcast me demande moins d'énergie qu'avant parce que je fais juste l'enregistrement puis le posting. Je fais rien en milieu, j'ai délégué ça. Mais quand même, la recherche, l'entrevue elle-même qui, tu sais, c'est un peu drainant quand même à la fin où tu donnes. Émotionnellement engagé. Exact. Fait que j'étais comme, OK, non. Puis de me poser la question aussi, est-ce que ça sert mon entreprise maintenant? Puis le podcast a été bâti dans l'optique de regarder les différents modèles d'affaires, puis je parle plus vraiment de ça, je fais plus les mêmes entrevues que je faisais avant en regardant les parcours des gens, puis il y a encore des gens qui me « Ah oui, je pourrais venir sur ton podcast pour parler de mon parcours, puis je vends je sais pas quoi », puis je suis comme « Mais non, mais je fais plus ça, ça fait 2 ans. » Fait que le podcast sert plus tant ce que je veux faire. J'ai essayé de le réaligner, j'ai essayé d'arrêter le contenu que je faisais avant, j'ai essayé de faire plus d'épisodes solo pour me mettre moi-même de l'avant, parce qu'avant ça, c'était juste les autres. Puis j'ai comme à quoi? J'ai vu cette évolution d'ailleurs sur ton podcast. Fait que, puis là, c'est ça. Je me suis juste dit, ben non, ça sert plus. Puis de façon vraiment technique, ça me fait bien de la peine de laisser les vraies affaires, qui est un mot très bien répertorié. C'est vrai. mais c'est pas une bonne raison. C'est grave. pas une bonne raison de garder ça. Fait qu'au final, je me dis, ben, je vais trouver une autre façon, puis je
changez les règles. Si tout le monde dit qu'il faut faire du contenu public, mais je vais en faire juste du privé. Puis je veux essayer de faire quelque chose de différent parce que j'ai un peu le luxe de le faire financièrement parce que j'ai pas de stress financier, mais aussi parce que j'aime ça faire des nouvelles affaires. Fait que ça me motive d'essayer de nouvelles choses. Puis là, j'étais rendue confortable dans mon podcast. Puis j'ai besoin d'être inconfortable. Ouais. Besoin de goûter, comme tu disais, un peu à l'aventure, de new things. Exact. Je sais pas ce qui va se passer, est-ce que ça va bien marcher? Moi, je sais qu'il y a plein de monde, quand je raconte ça, d'habitude, qui me font « Ah, moi aussi, j'étais de même. » Mais tu sais, j'étais la petite fille qui changeait ses meubles de place aux 2 mois là, dans sa chambre. Là. Ah, je fais ça pareil, toutes les 3 semaines. Voilà. Mais on a besoin de nouveautés, d'un nouvel environnement. Puis je sais pas si tu peux relate, mais le soir, quand tu te couches dans le lit qui n'est pas au même endroit, puis là, tu as comme une autre perspective. Ouais, j'adore. T'es comme « Oh, wow, j'ai jamais vu la pièce, c'est la même pièce. » Tout le temps, ça me fait ça. Ça m'a fait ça ce week-end choses. dernier. Il y avait, c'était l'anniversaire de ma coloc. Et du coup, voilà, on était 15 dans la maison. Et à un moment donné, on s'est retrouvés assis dans la cuisine. Et j'étais avec ma coloc et je dis, putain, je me suis jamais assis ici, dans la maison. Oui. C'est vraiment particulier quand tu changes de perspective. Puis là, tu fais comme, c'est la même vie, mais c'est pas la même chose. Ouais, grave. On voit les choses sous un angle complètement différent. Oui. Fait que j'aime ça, réorganiser pour, c'est ça, avoir une nouvelle vie. C'est la même vie, mais c'est pas la même vie. C'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a... Alors, je sais pas s'il y a une réflexion, mais peut-être qu'on peut l'inventer ensemble là. Ce que je me dis, prendre ce genre de décision, c'est ultra dur. Je me demande comment on peut identifier des choses que ça serait plus au service. Et je pense que la question, au final, la réponse, c'est juste l'intuition. On le sait quelque part au fond de nous, on le sait, mais on n'ose pas le savoir, comme tu disais. Mais je me dis, moi, depuis que tu nous avais partagé que tu prenais cette décision d'arrêter le podcast pour te focus sur la partie plus infolettre et l'écriture dont tu as parlé au début de l'épisode aussi, je me regarde moi-même et je me dis, ok, c'est quoi les décisions que j'ai peur de prendre, mais qui feraient que ma boîte serait beaucoup plus alignée avec moi? Et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, il y a quelque part une décision dans le placard, tu vois. On le sait, hein? Et on le sait. On le sait, mais on ne veut pas le dire. Parce que quand les mots sont fermés, ils nous ne quittent plus. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais qui peut aider les gens à prendre cette décision malgré la peur que ce soit mal perçu, contre la morale que autrui nous impose, alors que c'est plus aligné? Je dirais, c'est une question de pratique, c'est comme un muscle, dire non. Puis ça commence par des petits noms. Dire non à ta mère qui veut t'appeler puis t'as plus d'énergie. Dire non à juste comme, c'est ça, tu sais, respecter. Tu sais, quelqu'un qui veut venir comme ventiler, là, il y a une grosse journée, puis t'as eu aussi une grosse journée, puis tu fais comme, je t'aime full. Là, on peut-tu reporter à demain, j'ai pas l'espace. De faire ça dans des environnements sécuritaires, avec des gens que t'aimes, qui t'aiment. Ça, de pratiquer son muscle de non, au final, ça fait en sorte que quand les mots se forment sur les gros noms, là, les gros noms qui font peur, t'as plus de ressources. T'as plus de ressources, puis c'est sûr de s'entourer, de partager, mais au final, ce que je trouve, c'est que même quand je partage avec d'autres personnes, genre, qu'est-ce que t'en penses? Je reviens pratiquement tout le temps à ce que j'avais déjà décidé. Parce que la petite voix, elle sait. Puis l'intuition, c'est dur. C'est comme pas... C'est pas concis, c'est pas concret. C'est quelque chose de weird. Mais puis j'ai de la misère à appeler ça l'intuition. Je sais pas, c'est ça. J'aime beaucoup le concret. J'aime les chiffres, les spreadsheets, puis tu sais. Fait que ça, on dirait que c'est comme pas assez concret, mais en même temps, c'est ça, on dirait que j'ai comme fait la paix avec, genre, le concret de l'intuition en 2021 pour juste vraiment comme... C'est ça, écouter les noms, mais ça commence par se pratiquer dans des environnements safe. Tu peux bouncer des idées avec d'autres personnes si t'en as besoin pour être, tu sais, comme... Peut-être que t'as pas vu certains angles. Peut-être que ça va changer ton idée. Et ça se co-construit un petit peu avec ça. Ouais, mais au final, tu sais, je pense que quand t'écoutes tes petits noms, quand t'écoutes tes intuitions, ça te donne plus d'armes, de solidité pour les gros, tu sais. Tu peux net fret sec, là, tu sais, de faire comme... Je veux dire non à tout, qu'est-ce qu'il y a pas... Mais t'as pas encore la confiance, littéralement, pour le faire, tu sais. Donc, c'est ça. Ça se donc construit. s'entraîner à dire non pour que le moment où tu as une grosse décision, genre je vais arrêter de répondre aux mails, que ce soit plus fluide de le prendre. Oui. Maintenant, c'est plus facile pour moi de prendre des... Parce que c'est ça, c'est aussi la gestion de comment est-ce que les autres
réagissent, c'est quoi Ouais. leurs émotions à eux, tu sais, ça, Ouais. c'est une autre facette de tout ça, parce que des fois, c'est des noms que tu te dis à toi-même, puis là, ben, c'est toi-même qui réagis, tu sais. Ouais. Mais des fois, c'est des noms que tu dis à d'autres personnes, puis tu sais, ça, de réaliser que, ben, des affaires qui t'appartiennent pas, puis que c'est... Ça aussi, ça prend beaucoup de pratique, mais c'est plus facile de le faire dans les environnements safe, Ouais. avec des gens qui réagissent bien. Donc, d'établir ses propres boundaries, c'est de trouver c'est quoi ses limites. Ça commence aussi, ça revient à l'essentialisme de savoir qu'est-ce qu'on veut, mais de les établir et de les faire respecter, c'est toujours plus facile dans Ouais. un environnement safe. Ouais. Fait qu'après ça, tu sais, dans les environnements moins safe, on parle pas de violence ou rien, mais où tu sais pas comment l'autre personne va réagir, c'est quoi la relation. C'est dur de... Ouais. Si t'as pas d'entraînement, c'est dur de Exact, de c'est poser ça, comme quoi. tout, hein. Ouais. C'est comme tout. Ouais. C'est marrant parce que il y a un truc qui est présent dans mon environnement mental depuis quelques semaines et mois, qui vient de ma coloc, qui Oui. est, elle accompagne de plus en plus sur les sujets du consentement dans la sexualité et Mhm. comment mieux te connecter à tes limites et Oui. les incarner dans ta sexualité. Oui. C'est un endroit où c'est très dur de le faire, mais Shit. quand tu y arrives, ça change tous les autres endroits de ta vie où tu dois le faire aussi. Et là, j'ai l'impression sur ces trucs de la responsabilité émotionnelle de chacun, poser mieux ses limites, dire non, c'est un lien de fou avec ça. Oui. Et il y a oui. une pratique que je sais qu'elle me partage souvent de ces milieux-là, d'apprendre à remercier les gens pour leur nom. Et du coup, il y a un truc où quand on se dit non, elle dit merci pour ton nom. Et Pour je la trouve- transparence, Ouais. pour finalement le respect de la... Merci d'être respecté, en fait. C'est ça le vrai Oui, mais message le derrière, respect de la tu vois. relation aussi, En parce plus. qu'on entretient finalement une relation qui est saine, tu sais, entre deux personnes, qui est transparente, où la communication est fluide, puis tu sais... Ouais. Et ça valorise le oui, Bien. du coup, aussi. C'est Ouais. genre, si tu me dis non là et que c'est vraiment un non, je sais que quand tu vas me dire oui, Ouais. pour qu'on aille discuter d'un projet ou recevoir mon ras-le-bol de mon patron parce que j'en ai ras le cul de mon Ouais. taf, Oui, et que tu me dis ok, vas-y, parle-moi-en, je sais que tu es vraiment là et c'est pas tu le fais parce que je me sens obligé. Et je pense que c'est. Enfin, voilà, je voulais C'est vraiment poser ce important. truc de merci pour ton nom parce que c'est peut-être un truc que les personnes qui nous regardent ou nous écoutent peuvent faire dans les cadres safe avec les gens Oui. où on se sent bien. Une petite pratique qui aide à dire ah ouais, en fait, c'est cool de dire non. puis tu sais, aussi. je fais beaucoup en ce moment-là là, de travail justement sur les boundaries. Hmm. Puis les boundaries, c'est avec tellement de types de relations, on s'entend. Oui, tu as les relations sexuelles intimes, mais tu as aussi les relations de collègues, les Ouais. relations, tu sais, avec ta famille, avec tes amis. Ouais. Puis, Partout, les clients, exact. le mais, client qui t'appelle le soir à 21h. Exact. Puis, t'es-tu assez confortable pour dire ça va aller demain ou de pas répondre? Ouais. Parce qu'il y en a qui sont harcelants, tu sais. Grave. Et après ça, la personne, si elle sait qu'il y a une limite, puis elle continue de la dépasser, il y a probablement, tu sais, il va falloir mettre fin à la relation ou il faut créer la distance sur le truc-là. Fait que, tu sais, au niveau personnel, justement, de commencer à apprendre à comment gérer ça, ça t'aide tellement ensuite à Dans le être business. meilleur entrepreneur essentialiste. Grave. Grave. T'sais. Puis, tu sais, je le fais pas dans le cadre sexuel ou intime en ce moment. Je le fais vraiment dans le cadre, tu sais, comme familial ou le Ouais. cadre... Puis ça, je réalise à quel point... On en parle là, puis je fais des réalisations à quel point ce travail-là... Il t'aide. Puis on a établi que pour moi, c'est plus facile de dire non parce que ça fait longtemps que je le fais. And yet, c'est pas encore parfait. Bah, il y a toujours des endroits T'sais. où je vois que là, c'est difficile. Oui, parce qu'on n'est pas... C'est comme pas égal. On n'a Ouais. pas comme confiance en nous, en nos capacités, égales dans toutes les sphères de notre vie. Fait que, moi, l'entrepreneuriat spécifiquement a vraiment aidé pour ma confiance en moi. Mais il y a encore plein d'autres affaires où c'est pas le ça cas. va pas, là. fait que je pense que c'est ça. Il y a du travail à faire dans un peu tout. Puis si ça commence par le personnel, ben que ça soit ça pour ensuite tu sais, influencer la suite. Ouais, grave. Je suis content qu'on atterrisse sur ça. Ça fait un lien sur un truc qui est hyper important pour moi, qui est le fait que on peut pas séparer nos personnes Non, entre guillemets professionnelles et nos personnes personnelles, du coup. une personne personnelle. Le Oui. mon monde perso. Oui, Mais c'est qu'on c'est le même être humain finalement. Et Ouais. juste parce que je change de pièce et que je passe bureau-salon, oui. on change pas. Et tout ça, c'est hyper lié finalement, même si ça se manifeste dans différents cadres de différentes manières, mais il Mhm. n'y a pas de dissection, quoi. Non, puis c'est ça, d'être capable d'incarner vraiment qui qu'on est. Ça nous permet... Mais j'aime l'approche de ta coloc, finalement, qui parle justement de dire merci, parce que je suis comme... C'est tellement vrai à quel point ça infuse du respect de soi,
du respect dans nos relations. Tout est plus confortable quand on est capable de dire un non assumé, respectueux. Puis on serait surpris à quel point de voir à quel point les gens sont capables de recevoir un non. Quand c'est bien dit, on apprend à le dire comme il faut. Tu sais, c'est pas genre « non, fuck you ». Ouais, c'est clair. Fait que c'est comme plus expliqué. Mais au final, c'est juste, c'est bon pour tout le monde. Grave. Cool. C'est une chouette conclusion. Ouais, hein? On va arriver du coup sur les petites questions rituelles de fin d'épisode. Il y en a Oui. quelques-unes. Je t'en ai donné une au début, mais il y en a d'autres avant. Oui. Et la première, c'est peut-être que ça va venir de tout ce qu'on s'est dit là. Mais si tu avais un conseil pour Geneviève qui se lance, c'est ton tout premier jour d'indépendance et tu peux choisir du coup si c'est le tout début en 2011, 2012 ou quand tu reprends une version solo en 2018. C'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même que tu aurais aimé avoir déjà acquis à l'époque? Geneviève de 2013, mettons, parce que c'était vraiment plus où est-ce que je commençais à avoir une idée d'être un entrepreneur. Geneviève de 2013 avait vraiment peur de ne pas savoir c'est quoi sa passion. Ça me hantait. Puis ça me faisait pleurer en petite boule dans la salle de bain. C'était l'enfer. C'était comme, je suis pas capable de trouver c'est quoi mon identité. Je suis pas comme correct avec mon identité. Puis je pense que ce qu'elle aurait eu besoin de savoir de quelqu'un qui l'a fait avant, parce que j'avais pas ce support-là d'autres entrepreneurs vraiment, sauf mon chum, mais mon chum, il avait eu de la même expérience que moi au final. C'est juste, t'as pas besoin d'avoir une version de toi qui est finale là. Commence là. Puis essaye quelque chose là, puis tu vas juste, tu sais, comme déterminer qu'est-ce que t'aimes pas, mais essaye pas d'être parfaite, essaye pas de figure out. Everything now. Ouais, tu sais, d'avoir un portrait fixe. Geneviève, c'est ça. Ouais. Parce que Geneviève de 2013, c'est vraiment pas Geneviève de 2021, 2022. Fait que, tu sais, au final, ça sert à quoi de vouloir tellement s'accrocher à créer l'histoire? C'est quoi le personnage? Ouais. C'est comment? Just let yourself be. Ouais. Et ça me fait penser à, en ce moment, j'ai commencé un moment en disant que l'essentialisme, c'était un courant philosophique. La philosophie, c'est un truc qui infuse beaucoup de mes pensées business et réflexions pour ma boîte en ce moment. Et là, ce que tu dis, ça me fait penser à une autre pensée philosophique qui vient de Héraclite, qui dit que on ne peut jamais mettre les pieds deux fois dans la même rivière. Parce qu'entre les deux moments, la rivière a changé, mais toi aussi, tu as changé. Donc, c'est jamais la même rivière, c'est jamais le même toi. C'est tellement bon. J'ai l'impression que ça parle un peu de ce C'est que pas tu mal dis, ça, tu là. vois. C'est, Ouais. Entre 2013 et 2021, tout va changer. De Oui. jour en jour, tout Oui. va changer. Oui. Donc, c'est impossible de trouver ma passion, le truc qui ne Non, bougera jamais. je suis même pas encore sûre. Au final, je suis même pas encore sûre. Tu sais, après tout ce temps-là, ça fait comme, ben, tu sais, les gens essayent de chercher c'est quoi la chose qui fait que tu te lèves le matin, puis on a une espèce d'idéal de je vais me lever, tu sais, comme Cendrillon, puis les oiseaux vont venir chanter à ta fenêtre. Puis c'est comme, ah! Pour vrai, là, j'ai toujours pas ça, tu sais. Fait qu'au final, Ah ouais, t'as pas les oiseaux qui viennent chanter, des oiseaux roses qui il y a des apparaissent écureuils. Ok. Mais non. non. Mais c'est ça, tu sais, j'ai toujours pas une espèce de version parfaite, un peu Ouais, parce qu'elle n'existe pas en fait. féerique de c'est quoi quand les gens sont heureux. Je trouve du bonheur dans plein de choses, plein de sphères, mais c'est pas nécessairement une espèce de figure out, genre c'est qui Geneviève? Là, puis forever. Ouais, and it will change. Voilà. Et du coup, entre 2013 et maintenant, de Geneviève de 2013 à Geneviève de maintenant, assis ici en 2021, c'est quoi la plus grosse galère que tu as rencontrée sur ce chemin dans ton aventure entrepreneuriale et comment est-ce que tu as dépassé cette galère? Je te dirais que c'est au niveau des finances. Faire trop d'argent trop rapidement a créé des très grosses dettes qui ont pris vraiment beaucoup de temps à rembourser. L'insécurité, c'est très lourd. Quand tu ne sais pas si... Je me rappelle, on avait une grosse équipe parce qu'il y a plein d'affaires il faut, là. Il faut les médias sociaux, les gestionnaires de médias sociaux, il faut ci, il faut un site web, il faut. Fait qu'on avait plein de dépenses qu'on se créait. Puis plus, on savait pas comment gérer notre argent parce que tout est arrivé trop rapidement. Ouais. Fait qu'on savait pas qu'il fallait mettre de l'argent de côté pour les impôts, genre. Puis au final, on devait quelque chose comme 90 000, puis ça a pris vraiment beaucoup de temps. On a créé une dette immense. Ouais. Puis je me rappelle, on était à Bangkok, j'ai comme un moment clair avec une espèce d'appel de team où on était comme 5, 6, je sais plus, c'était gros, là, c'était ma première année. Puis l'espèce de
sais, le moton, je sais pas si vous dites ça, mais tu sais, quand t'as La gorge toute serrée, toute serrée, là. Ouais. Qu'il faut que tu dises à ta team, je peux pas vous payer, là. Puis genre, est-ce que vous allez me poursuivre? Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? Puis tu te sens mal parce qu'il y a des gens qu'eux, ils dépendent sur toi pour payer leur loyer, peut-être, tu sais pas. Fait que... Puis tu sais, plus j'étais à Bangkok, je vais pouvoir revenir. Tu sais, comment on a-tu des billets? OK, ça coûte cher, ce genre de trucs-là. Tu sais, quand t'es pas sûr que ça va aller, là. Ouais, ça, c'est ordinaire. Puis ça a pris comme 4 ans avant de rembourser la fameuse dette qui a été vraiment long. Wow. Puis je pense qu'on était dans un espèce d'état chaotique de genre, on dépense, on gère, on n'a pas de plan. Tu sais, autant que j'aime pas avoir un plan de 20 ans, je te l'ai dit, j'aime beaucoup avoir un plan très organisé de qu'est-ce que je fais. Ouais. Les tâches sont extrêmement détaillées. Je suis désagréable pour mon équipe avec quelqu'un, je veux de détails. Mais genre, tout ça pour dire que ça a été vraiment le moment où j'ai passé de quelqu'un qui était vraiment peu organisé dans la vie, où, tu sais, j'avais une assistante à moi, puis elle essayait de m'organiser, de faire un horaire, puis je respectais jamais rien. Puis c'est aussi c'était une question de qu'est-ce qui m'allumait aussi, là. Fait que, c'était pas juste comme la paresse, mais j'étais pas quelqu'un d'organisé 0-0. Même, tu sais, à l'école, j'étais bien ordinaire pour les travaux d'équipe. Tout ça pour dire que, à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic de genre, faut que je fasse quelque chose. Fait que, on va commencer à faire des plans, même si c'est pas agréable. On va commencer à faire des budgets, puis on va commencer à mettre en place des structures pour faire en sorte que ça réarrive plus. Puis, je suis pas du genre à rembourser 100%, mettons, la dette. On va le faire petit à petit parce qu'il faut aussi qu'on regarde. Fait que tu sais, d'avoir une vision un peu plus d'ensemble de qu'est-ce qui se passe. Je dis pas que c'est le fond du baril parce que, mon Dieu, qu'il y a des gens qui ont vécu des situations pas mal plus difficiles. J'étais à Bangkok, tu sais. Qui ont vécu des situations pas mal plus difficiles que moi, mais quand tu te sens plus en sécurité, là ça change tout un peu ta mentalité. Puis à partir de là, c'est là où j'ai aussi comme arrêté les tabous par rapport à l'argent. Maintenant, j'en parle ouvertement, les montants que je fais, les dépenses, tout, puis j'essaie d'être une espèce de facteur de changement pour plein de monde, de genre, non, mais l'argent, c'est bon, là. Mais ça a vraiment à partir de ce moment-là où j'étais comme, non, l'argent, c'est non seulement bon, ça t'amène de la sécurité, ça t'amène du bonheur, on va se le dire, là. Ça change l'état mental dans lequel t'es, plein de choses. Fait que ça a été vraiment le plus difficile. Ouais, hyper intéressant. Et je trouve que c'est trop bien que tu le racontes, parce que moi, j'ai un truc que j'ai envie d'écrire pour la fin d'année, là. C'est, j'ai fait mes premiers 6 chiffres cette année, 100 000. Merci. Mais ça a été super dur. Dans le sens où j'ai enchaîné plein de trucs, j'ai été un peu the rat dans la roue, tu vois. Et je suis conscient que j'ai apporté énormément de choses. En plus, du coup, moi, comme j'ai construit sur une brique média en premier, je fais énormément de choses gratuitement. Donc ça a été une année super intense. Et je vais écrire un texte qui s'appelle 100 000 euros de la sueur et des larmes, parce que j'ai envie de montrer tous les inconvénients que ça a. Parce qu'on peut super facilement fantasmer, je crois, ce genre de montant de 100 000, 500 000, 1 million, parce qu'on voit que les avantages qui sont liés. Et moi, je me rends compte à quel point je suis heureux que ça aille pas trop vite et de faire genre de passer de 50 000 à 500 000 tout d'un coup. Parce qu'en fait, je suis pas encore devenu la personne qui sait comment gérer. Exact. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu partages là, que oui, ça a plein d'avantages et tu vois que ça quand tu fais pouf. Mais il y a tous les inconvénients qui viennent derrière, et croître trop rapidement, c'est presque pas forcément une bonne chose. En fait. C'est mon expérience. Mon expérience, c'est croître trop rapidement, c'est pas bon. Puis c'est une des choses que tu sais, il y a plein de monde qui parle de croissance rapide, puis on veut la croissance rapide. Oh, c'est pas mon cas. J'aime mieux quand on prend notre temps, quand on fait des plans, puis quand on construit sur nos acquis. Pas quand on construit sur des dettes ou des choses qu'on connaît pas encore. Je veux construire sur des acquis. Puis des fois, c'est plus long. Puis dire non aussi, ça te ralentit pas mal. Ouais, bah forcément. Puis au final, mais est-ce que correct. Ouais, c'est clair. Enfin, moi, en tout cas, je me sens beaucoup plus apaisé à me dire, step by step, j'acquiers les compétences pour devenir la personne pour qui le prochain pas, c'est le pas naturel et c'est pas un feu de paille qui fait tout d'un coup, quoi. Puis mine de rien, c'est tellement plus difficile aussi de dire non quand t'es vraiment engagé dans quelque chose, une grosse machine. Tu sais, il y a plein de monde justement qui sont dans... Mettons, c'est ça, ils travaillent 60 heures par semaine, puis ils font comme, ah oui, je peux pas travailler 15-20 heures par semaine. C'est vrai que c'est difficile. Parce que là, il faut que tu fasses du ménage. Donc, qu'est-ce que t'as? Puis que tu dises pas mal de non. Tandis que quand tu commences, les gens s'imaginent que avoir le lifestyle de 15-20 heures, c'est juste un privilège quand t'es rendu loin. Mais si tu le fais maintenant,
oui, ça va être plus long parce que t'as pas autant de temps. Mais tu gagneras parce que tu as déjà ce... T'as déjà le truc-là. lifestyle que tu veux, tu sais. Fait que au final, t'as déjà gagné, tu sais. C'est comme l'espèce d'analogie, je sais pas, en tout cas, une espèce d'histoire qui se promène sur Internet. On sait jamais d'où ça vient, mais ça a quand même de l'impact où, tu sais, t'as comme le travailleur, justement, qui a travaillé toute sa vie, qui travaille énormément, 80 heures, qui regarde le pêcheur, qui travaille 2 heures par jour. Le fameux pêcheur dans son village au Mexique. Exactement, tu sais, puis qu'au final, il fait comme, non, mais tu sais, tu vas travailler, tu vas faire plein d'argent pour au final, tu vas avoir une retraite. Puis le gars, il fait comme, ouais, mais ça, je fais déjà. Ouais. Fait que si tu crées ta vie avec... Moi, ça m'intéresse pas la retraite, là. Genre, juste le concept d'arrêter complètement de travailler, ça m'intéresse pas du tout. Mais en même temps, l'idée est forte où, genre, tu peux déjà avoir ce que tu penses vouloir vraiment longtemps. Ouais. Crée-le maintenant. Vis-le déjà. Vis-le déjà. Tu peux faire ça. Ça va être plus lent, ça va être différent. Mais tu vas construire sur tes acquis en ayant déjà acquis cette liberté-là, finalement. Ouais. Et c'est là la fameuse entreprise au service de la vie que tu veux vivre. Et voilà. La boucle est bouclée. Et voilà. Tout simplement. Le moins mais mieux. Oui. Trop bien. Et la dernière question rituelle, c'est si tu avais une question que tu voulais absolument que les gens qui écoutent ce podcast ou qui voient cette vidéo se posent, ce serait quoi la question que tu poses à notre audience? Tu te tournes un peu vers ceux qui nous écoutent. Ben, je pense qu'on a parlé beaucoup de non, justement. On a parlé, tu sais, de faire du ménage. Puis je pense que la question que j'aimerais poser aux gens, c'est à quoi est-ce qu'ils peuvent dire non aujourd'hui? Quelle chose? Tu sais, la petite affaire. On parlait d'exercice, là, de s'exercer à dire non. À quoi est-ce que les gens peuvent dire non aujourd'hui pour être vraiment... C'est pour commencer cette route-là. Trop bien. La petite chose. Ouais. Parce que quand on commence, on prend justement confiance en soi qu'on est capable de dire non. Puis le prochain, ça va bien se passer. On l'a fait, ça s'est bien passé, là. Ouais. Tu sais, fait que je les invitais vraiment à se poser la question, que ce soit en faisant une liste, tu sais, de genre, OK, c'est quoi les trucs qui sont pas alignés ou les affaires comme ça. Puis de juste dire un non aujourd'hui. Un non inconfortable, peut-être, mais un non dans un environnement safe. Je pense que je les inviterais à faire ça. Cool. Sachant que dire non à quelque chose, ça veut dire qu'on dit oui à autre chose. Et ça vient avec ces sujets lifestyle. Et ça fait le petit lien avec... moi aussi, j'ai un livre que j'avais envie de t'offrir. Ben voyons! C'est ta journée cadeau aujourd'hui. Yeah! Et je me suis inspiré de Kylian pour ça. Mais, on le remercie. Oui, tout à fait. Mais du coup, ça fait absolument sens avec la conversation. Et je me suis dit, tiens, je vais trouver quelque chose seulement si ça fait vraiment sens avec la conversation que j'avais envie qu'on ait. Okay. J'ai l'impression que c'est le cas aujourd'hui. Et du coup, c'est un petit livre de philosophie qui vient de cet homme Cicéron, qui est un philosophe stoïcien. Okay. Et du coup, c'est beaucoup de réflexion dans le stoïcisme de revenir à ce qui est vraiment important pour nous, moins mais mieux. Je me sens que je vois un lien. Je pense qu'il y a des choses qui vont te parler dans cette philosophie. Et du coup, c'est un livre sur le bonheur. C'est-à-dire... Ça fait partie de ma mission pour moi-même et pour les autres aussi. Fait on s'entend... vraiment, c'est très bien choisi. Donc, je ne l'ai pas lu. Cool. Merci beaucoup. Et non, pour vrai, j'ai apprécié énormément. Puis j'en ai... j'ai bien aimé les livres de philo au cégep. Vous n'avez pas de cégep, là, mais c'est entre le lycée et l'université. Là. Ouais. Puis j'ai vraiment beaucoup apprécié ces livres-là où, tu sais, comme tu te poses des questions sur ta vie. Mais, tu sais, je me suis jamais posé la question pourquoi je suis ici. Je me suis littéralement jamais posé. Je suis pas quelqu'un qui est très spirituel. La religion, c'est pas mon truc. Mais au final, quand tu vis dans le moment présent, puis ça revient aussi à c'est quoi ton essentiel. Même si tu dis, même s'il n'y a pas comme de bigger picture, mais il y a comme une bigger picture pour toi, genre. Complètement. En tout cas, ça fait beaucoup de sens avec moi. En tout cas, j'espère que ça nourrira tes réflexions de how can my business être au service de ça. Merci. Voyons, je suis gâtée. Si les gens qui nous écoutent ou qui nous ont regardés veulent venir en savoir plus sur toi, suivre ton travail, venir suivre des questionnements sur leur essentialisme aussi, où est-ce que je les envoie, sachant que c'est plus sur le podcast? C'est plus sur le podcast. Le podcast est encore là. Il va exister encore. Il est encore hébergé. Donc, tout le contenu est encore disponible. Mais sinon, GenevièveGauvin.com. J'existe encore sur Instagram. /, Geneviève Gauvin. J'adore poster sur Instagram en stories. C'est très léger. C'est très léger. C'est très lifestyle. Puis c'est un peu comme ça que je veux le garder. Puis garder tout l'aspect business, justement. Parce que, tu sais, on garde ça simple. On garde ça simple, puis plaisant, puis drôle. Puis pour vrai, c'est tout, hein. Les vraies affaires, le podcast, il est encore là, mais
Mais voilà. plutôt le site et la newsletter pour suivre tes réflexions chaque semaine. Quoi. Voilà, tout simplement. Sweet. Merci beaucoup. Ben, d'être merci venu à toi. Bye. Bye bye. J'espère sincèrement que cette vidéo et cette conversation t'a plu. Si t'as envie de retrouver tous les autres échanges de cette saison du podcast, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, mettre un pouce bleu, partager ce que tu retiens de cette conversation dans les commentaires. J'ai très envie de savoir qu'est-ce que t'as appris de l'expérience de cette personne, qu'est-ce que tu retiens pour toi. Et si t'as envie d'aller plus loin et aller creuser un peu plus encore dans ces apprentissages pour progresser dans ta vie et ton activité d'indépendant, tu retrouveras dans la description le lien vers ma newsletter, qui est l'endroit où je pense que je partage le meilleur de tous mes contenus. Donc clairement, va dans la description, abonne-toi à ma newsletter et chaque semaine tu recevras des conseils, des pensées, des contenus pour t'aider à progresser dans ta vie d'indépendant. Je te retrouve à l'intérieur et je te souhaite une merveilleuse journée en attendant la sortie du prochain épisode de Young, Wild and Freelance. Bye bye.